Bonjour à tous, bienvenue sur Intro Story. Moi c'est Julie et ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Maintenant que Jonathan vous a fait part de plusieurs de ses coups de cœur, c'est à mon tour de partager certaines de mes lectures. Pour ma première intervention, je vais vous parler de livres que j'ai ressortis de ma bibliothèque d'étudiante. Ce sont des bouquins qui m'ont touchée d'une manière ou d'une autre pendant ma licence ou mon master d'ethno et que j'ai envie de vous faire découvrir. Il s'agit de 3 ouvrages qui appartiennent, vous allez le voir, à des genres plutôt différents. Alors le truc ici, ce n'est pas de vous faire une fiche de lecture détaillée ou de vous faire acheter un livre, mais de vous donner des idées, certes de lecture, mais aussi de réflexion. On commence par la catégorie manuel universitaire avec les notions clés de l'ethnologie dans la collection Cursus, paru chez Armand Collin, dont j'ai la 3e édition qui date de 2007. Cet ouvrage m'a été conseillé au début de ma licence et m'a accompagné tout au long de ma formation. Bon, c'est d'abord et avant tout un manuel tout ce qu'il y a de plus classique. Il aborde d'abord les objets et les méthodes de la discipline, puis les principaux courants, de l'évolutionnisme à l'anthropologie dynamique. Et enfin, les grands domaines de recherche, parenté, religion, technique, etc. Chaque chapitre est accompagné d'une bibliographie. Jusque-là, rien de très original. Mais en plus, chaque partie possède une sélection d'extraits de textes. Alors, j'ai pas vérifié, c'est peut-être le cas de beaucoup de manuels, mais moi ça m'a beaucoup plu parce qu'une bibliographie c'est bien, mais une liste de 30 bouquins, on va pas forcément aller tous les ouvrir. Là, les extraits font moins d'une page, ça se lit très vite et ça nous oriente rapidement vers le ou les livres qu'on veut absolument lire. Par exemple, le chapitre 15 parle du fait social total, donc de Marcel Mauss. Le chapitre en lui-même fait 6 pages et demie, mais on a en plus 6 pages d'extraits de texte. On commence par Marcel Mauss lui-même avec son essai sur le don, puis logiquement on passe à l'introduction que Claude Lévi-Strauss a rédigée pour le travail de Mauss. S'ensuit un extrait de l'approche de Bruno Carcenti sur le fait total, puis pour finir on a un passage de la raison pratique de Bourdieu. Chaque extrait étant introduit, relié au chapitre et contextualisé, c'est pas mal foutu du tout. La mise en page est simple et propre, on navigue très agréablement dans ce bouquin. En plus, c'est écrit par de très bons enseignants-chercheurs, ce qui veut dire une connaissance érudite de la discipline et une facilité dans la transmission pédagogique, la recette de base pour un bon manuel. Alors ce livre m'a beaucoup aidé au début de mes études, il permet à la fois de découvrir simplement la discipline et de renforcer des connaissances en les contextualisant dans des extraits d'ouvrages classiques et contemporains. En résumé, je pense que c'est une lecture nécessaire pour les étudiants et une lecture constructive pour les amateurs de la discipline. Bien souvent, le problème des manuels, c'est le prix. Celui-ci, vous le trouvez d'occasion à 9€. Je dis d'occasion car une nouvelle édition vient de sortir en 2016. Alors c'est 26€ pour la version en papier et 18€ pour la version en numérique. Je sais que c'est assez cher pour un étudiant. Alors vous pensez soit au cadeau de Noël, soit à une occasion, soit à la bibliothèque. En général, on le trouve dans la plupart des BU. Et j'en profite pour rappeler aux étudiants que l'achat en collectif, c'est possible. Et ça permet, quand on n'a pas beaucoup de budget, d'accéder à des bouquins. Ça demande un petit peu d'organisation, mais pour les plus débrouillards, je pense que c'est jouable. Passons maintenant à une lecture un peu plus fun. Un anthropologue en déroute de Nigel Barley, paru pour la première fois en 1983, réédité de multiples fois. Alors moi je l'ai dans la collection Petite Bibliothèque Payot. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super collection de bons ouvrages, pas chers et en format poche léger. Nigel Barley est un anthropologue britannique. Né en 1947, il a été conservateur au British Museum et publie depuis les années 80 de nombreux ouvrages qui sont connus pour être un mélange détonnant et délicieux d'ethnographie, de réflexion anthropologique et d'humour anglais. Un anthropologue en déroute est son premier livre. Il y raconte son premier terrain au Cameroun. Alors que pendant toutes ses études, Nigel Barley s'est contenté de s'intéresser à ses semblables anglo-saxons et a fondé son savoir ethnologique dans la littérature dense et abondante du genre, il se voit rapidement contraint par cette nécessité du terrain. Car il est bien connu que l'ethnologue ou l'anthropologue tire sa principale légitimité du sacro-saint travail de terrain, légitimité bien souvent proportionnelle au temps qu'il y passe. Donc s'il veut poursuivre sa carrière universitaire, Nigel Barley va bien devoir prouver à ses pairs qu'il est un vrai ethnologue, il doit aller sur le terrain. En gros, il doit passer ce rite initiatique qui vous fait passer d'ethnologue amateur à ethnologue confirmé. Et c'est un régal, c'est fin, c'est fluide, les 2 premiers chapitres, mes préférés, évoquent le pourquoi et le comment de ce départ sur le terrain, tout en brossant un tableau pittoresque et quelque peu satirique du milieu universitaire. Ça fait moins de 20 pages, faut absolument les lire. Alors n'allez pas acheter un livre pour les 20 premières pages, vous le trouverez dans beaucoup de bibliothèques. Pour la suite du livre, notre jeune anthropologue, après avoir obtenu son doctorat sans sortir de l'université d'Oxford, doit se trouver un terrain.
et ce terrain, ce sera les montagnes du Nord Cameroun où vivent les Dowayo. Alors petite parenthèse, pour revenir à cette idée que plus tu passes de temps sur ton terrain, plus t'es un bon chercheur, il y a aussi le délire que plus tu choisis un coin paumé, inaccessible et éventuellement inconfortable, plus t'en imposes comme ethnologue. C'est donc l'arrivée de l'ethnologue sur son premier terrain avec tout ce que cela implique d'organisation plus ou moins foireuse, de déception, de quiproquos, d'enthousiasme naïf et de scènes humoristiques. En suivant les moultes péripéties de notre ethnologue, on découvre ici l'organisation de l'habitat des Dowayo, là les règles qui régissent les relations hommes-femmes, un peu plus loin les méthodes d'élevage, et ainsi de suite. C'est un super boulot de transmission et de vulgarisation d'une étude ethnographique, soutenu par un humour qui pointe la vision innocente de l'ethnologue, d'où un titre plus percutant dans sa forme originale, The Innocent Anthropologist, face à cette tribu qui comprend elle très vite à quoi peut bien leur servir un ethnologue. Alors à qui s'adresse ce livre ? Eh bien, comme quasi l'ensemble des publications de Barley, à tout le monde. C'est bien écrit, c'est drôle, pas besoin de s'y connaître en ethno pour apprécier la plume de Barley. Il suffit d'être un lecteur curieux pour se trouver embarqué dans ce bouquin. Je conseille aussi ce livre à tous les étudiants et futurs étudiants qui rêvent et fantasment à leur vie au milieu des papous. Alors vivre dans une cahute au milieu d'autochtones en pagne, c'est cool et ça fait kiffer plus d'un ou d'une étudiante. Mais ce n'est pas que ça l'ethnologie. Et franchement, par pitié, posez-vous la question de ce que ça apporte à votre recherche en particulier et à la science en général d'aller passer 6 mois dans la jungle. Bref, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question sur Anthrostory. Je vous conseille aussi de cet auteur L'anthropologie n'est pas un sport dangereux, paru en 1988 et chez Payot en 97, et L'anthropologue mène l'enquête, paru en 91 en Angleterre et en 2000 en France. Pour finir, je vous présente un truc plus sérieux, un essai. Où est passé l'avenir de Marc Auger, paru en 2007 aux éditions Panama de Paris, réédité chez Seuil en 2011. Ce livre est sorti quand je commençais mes études et les questions qu'il soulève m'ont semblé pertinentes à l'époque et le sont encore aujourd'hui. La réflexion de Marc Auger apporte des éclairages intéressants sur notre société et sur notre monde d'humains en tout cas. Marc Auger est un ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres classiques, docteur ès lettres et sciences humaines. Il est directeur d'études à EHESS à Paris, dont il fut président entre 85 et 95, et où il a fondé avec Emmanuel Terret, Jean Bazin et Gérard Altab le Centre d'anthropologie des mondes contemporains. Africaniste, il a diversifié ses terrains depuis les années 80, notamment en Amérique du Nord et en Europe, dans cette démarche prônée par Gérard Altab du travail ici et maintenant. Marc Auger travaille beaucoup sur le symbolisme, sur ses dispositifs, ses formes de production, le sens qu'il donne à la société qu'il produit. Il est notamment l'auteur de Non-lieux, où il décrit et analyse ces espaces hyper codifiés où l'être humain reste anonyme, comme les aéroports, les centres commerciaux, les chaînes hôtelières ou encore les camps de réfugiés. Un ouvrage fort intéressant sur lequel nous reviendrons peut-être, mais ce n'est pas le sujet du jour. Où est passé l'avenir questionne les paradoxes du temps. Cette sensation que tout nous échappe, que le futur a disparu, que l'on ne le maîtrise plus, alors que l'on a pourtant de plus en plus d'outils à notre disposition pour impacter notre monde et notre temps. Une phrase de Marc Auger que j'ai trouvée dans une interview de 2008, le lien sera sur le blog, résume parfaitement les problèmes que soulève cet essai. Je cite Marc Auger, « Je crois que nous sommes en train d'apprendre à changer le monde avant de l'imaginer, à nous convertir à une sorte d'existentialisme pratique. » Le constat dont part Auger est que grâce à l'avancée des sciences et des connaissances, nous comprenons de plus en plus de choses. Mais plus nous comprenons, plus nous percevons l'imbrication complexe qui entoure ces choses, et on peine à appréhender cette complexité. Parallèlement, nous vivons dans une sorte de perpétuel présent, un présent immobile. Ne compte plus que l'instant, un instant qui s'évanouit instantanément. Il n'y a plus de continuité, donc plus de mouvement vers l'avant. Ce mouvement synonyme il y a encore quelques décennies de modernité. Nous le sentons bien, notre monde est entré dans une nouvelle temporalité, avec ses codes, son imaginaire, son fonctionnement. Mais une temporalité que l'on a encore du mal à décrypter. Ce monde mondialisé, globalisé, postmoderne, Marc Auger, lui, préfère le qualifier de surmoderne. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais schématiquement, Auger attribue 3 grandes caractéristiques, voire 3 grands symptômes à cette nouvelle temporalité. Première caractéristique, l'instantanéité, qui est pour Auger la négation du temps. Deuxième caractéristique, l'ubiquité, qui est la négation de l'espace. Et enfin, troisième caractéristique, la communication, qui est la négation de la relation.
3 aspects de notre temps qui semblent nous figer dans une perception négative d'un futur qui s'imposerait de lui-même à l'humanité. Sommes-nous donc condamnés à vivre dans cet éternel présent et à subir plaintivement un futur qui semble se construire sans nous ? Non, Marc Augé propose dans cet ouvrage, dans ses autres ouvrages, dans ses nombreuses conférences, articles, etc., des pistes pour nous sortir de cette sensation d'immobilisme et de submersion dans une complexité sociale et mondiale étouffante et bien souvent désarmante. Piste 1, rendre sa place au passé. Alors rendre sa place au passé, certes, mais sans s'enfermer dans une nostalgie du type « c'était plus facile avant ». Pour Augé, ce travail de réhabilitation du passé est nécessaire pour rendre sa place au futur. Rendre sa place au futur sans pour autant le projeter dans l'avenir. Je m'explique. Il faut être capable de penser à nouveau des utopies possibles, soit des choix de futur plausibles, sans pour autant les condamner dans l'œuf à un manque de compatibilité avec l'histoire à venir. On s'entend souvent dire des choses quand on a des idées un peu farfelues, c'est pas la peine d'y penser, ça marchera jamais. En gros, il faut revenir sur cette idée de fin de l'histoire évoquée par Fukuyama à la chute du mur de Berlin. Le simple constat des innombrables conflits qui font rage en Europe et à travers le monde en ce moment évoque de même cette absence de consensus universel autour d'une idéologie dominante que l'on a cru voir s'établir à la fin de la guerre froide. On reviendra peut-être un jour sur cette notion de fin de l'histoire. Il y a donc toujours des avenirs à construire, et pas un seul, des avenirs à construire. Seconde piste, arrêter de se noyer dans les images du présent. Un présent qui en fait n'existe pas, le présent c'est du futur en devenir. On est tellement sollicité en permanence par l'information par exemple. Prenez ces applis sur mobile où vous recevez en direct les dernières infos d'un journal, une nouvelle info toutes les 30 minutes. Pas le temps de réfléchir, de prendre du recul, de penser le futur de quoi que ce soit. On attend patiemment qu'une info vienne en remplacer une autre. On n'a pas conscience que ce présent, c'est déjà en fait du passé, sur lequel, voire grâce auquel, il faut s'appuyer pour construire un futur. La dernière piste, et celle qui me touche le plus et qui je pense touche aussi énormément Marc Augé, c'est l'éducation. Pour Marc Augé, la réelle solution au mot de la surmodernité, c'est l'éducation et l'éducation de la jeunesse. Et pour lui, c'est une urgence, au risque de voir les inégalités entre les groupes humains s'accélérer. On parle déjà chez nous de disparition des classes moyennes. Au profit de quoi ? Augé propose cette vision dramatique de l'avenir si rien ne change, une classe possédante et savante qui dominerait une classe de consommateurs, qui elle-même vivrait dans la peur de tomber dans la catégorie des exclus. Sommes-nous si loin de cette situation ? Et sans éducation de qualité, j'entends, la conséquence est le perpétuel renforcement de ce système par une masse sociale de plus en plus nombreuse, mais surtout de moins en moins informée et de moins en moins capable de comprendre et d'agir sur le système qui l'entoure. Donc l'éducation doit être une priorité. Pour qui ce livre est-il écrit ? Si vous ressentez cette espèce de malaise face au futur, cette impression que tout fout le camp, que tout nous échappe et que c'est la merde partout mais on n'y peut rien, cet ouvrage peut vous intéresser. Pour les optimistes qui ne ratent jamais une occasion de se retrousser les manches pour impacter cet avenir, en bien je l'espère, vous trouverez ici des pistes de réflexion essentielles pour penser vos actions futures. Et puis enfin, pour tous les sceptiques qui se questionnent sur l'utilité de l'ethno et des sciences humaines en général, il y a des gens qui pensent, pas juste pour le fun, pour nous permettre ensemble de comprendre notre monde et de construire un avenir que l'on espère meilleur. Alors certes, il faut prendre le temps de les écouter, il faut faire l'effort de les comprendre, mais si on arrivait à mettre en œuvre ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'ils essaient de nous transmettre, on se sentirait déjà un peu moins des victimes de ce fameux système que tout le monde trouve pourri, mais que personne ne capte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était ma première chronique, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas, si vous voulez des éclaircissements, que je revienne sur certaines notions qu'on a pu effleurer à travers ces 3 ouvrages. On se retrouve très bientôt pour de prochaines idées de lecture sur Anthrostory. Et surtout, d'ici là, pensez à rester curieux. À bientôt.